Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Et oui, je dis bien vidéo et pas vlog parce qu'aujourd'hui on va faire une FAQ et regardez avec qui je suis. Bonjour. Là on vient à peine de louer la voiture et on va partir à notre destination. Je vous spoil pas tout de suite, vous verrez quand on sera arrivé. On va prendre l'autoroute, on commencera à répondre aux premières questions déjà quand on sera sur la route parce que j'ai des petites questions pour toi qui te concernent. Ah bon? Oui. Putain, j'étais pas au courant, moi je pensais que j'allais juste être le chauffeur aujourd'hui. Non. J'ai un rôle dans cette vidéo. T'as un petit rôle dans cette Waouh. vidéo, ouais. Mais je vais devenir une star de YouTube. Bon bah c'est pas très rassurant, il y a un tremblement de terre pile à l'endroit où on va. On va arriver, il y aura plus rien. Je précise qu'on va en bord de mer, donc c'est encore moins rassurant. Mais bon ça va, c'est 3,6 de magnitude, ça va. Ça devrait le faire. Bon bah on va profiter qu'il y ait un petit peu de bouchon là sur notre chemin. Bien bouchonné ce matin. Bon bah écoute, c'est bien parce que ça nous laisse un petit peu le temps de pouvoir répondre à ces questions qui concernent le thème un petit peu de la voiture, du permis. Ah. Alors j'ai eu plusieurs petites questions. Alors Mitsu, bon conducteur ou bon conducteur? Qu'en pense madame? Franchement, j'ai eu l'habitude d'aller dans des voitures de jeunes conducteurs, notamment mes sœurs quand elles venaient de passer le permis. Et les premières fois où elles conduisaient, mais elles étaient en stress. Maintenant elles conduisent super bien. Moi j'ai eu ma mère qui a Ta passé son mère, permis ouais. à 37 ans. Ils l'ont même pas fait aller ni sur l'autoroute ni sur la voie rapide et tout. Quand elle s'est retrouvée avec son permis dans les mains, qu'elle a dû pour la première fois aller sur un périph', une voie rapide et tout, elle était dans un stress. Dans la voiture Ouais, bah comme pareil, ça. mes sœurs Horrible. étaient pareilles. Et alors que toi, mais pas du tout. Genre direct, t'étais hyper confiant, t'avais pas peur d'avoir un accident ou quoi que ce soit, quoi. Donc franchement super. La méthode japonaise, elle m'a beaucoup aidé aussi. Le fait qu'on nous fasse conduire d'abord sur un circuit, ça fait que la première fois qu'on m'a emmené sur la route, j'avais pas peur de ah mince, est-ce que j'ai réussi à me servir de la voiture ou quoi, tu vois. Donc aujourd'hui, je me sens plutôt à l'aise. Et en plus, il a eu une super bonne note au code, donc je dirais bon conducteur, ouais. Ensuite, j'ai eu des questions sur le thème un petit peu de est-ce que vous avez des futurs voyages de prévus, etc. Oui, on a prévu d'aller à Hokkaido cet été, fin août. Pour tester mes réflexes, on va aller sur la glace. Voilà, c'est ça. 15 ans de Japon, j'ai jamais été à Hokkaido. Moi pareil, j'y suis jamais allée, c'est vraiment genre la région, bah, c'est un peu loin tu vois, du coup on pense jamais à y aller. Ça me fait plus rêver Hokkaido l'été que l'hiver. En été apparemment il fait beaucoup moins chaud qu'à Tokyo, il y a beaucoup de nature et tout, on peut respirer là-bas. Ça va être un petit road trip en Ah famille. de fou, je suis trop pressé moi. Mm. Et le fait Ouais. d'avoir la voiture, la première fois qu'on y va, c'est cool parce que je me dis qu'on va vraiment pouvoir Oui. se promener où on Oui, veut, oui, être oui, libre oui. d'aller où on veut. Oui. Bien évidemment, je vous tournerai un vlog là-bas. La question qui brûle les lèvres, mon chéri. Est-ce que Mitsu a retrouvé ses slips? Alors déjà, j'ai vu des gens qui disaient quoi, Mitsu met des slips? Non, je mets des boxers et des caleçons. C'est juste par abus de langage, je dis slip parce que je trouve le mot rigolo. Et non, en fait, je sais toujours pas ce qu'ils sont devenus. On m'a même pas rappelé pour me dire on a retrouvé vos slips, monsieur. Pas du tout. Moi Pour je conduire, trouve c'est qu'il n'y a pratique. aucune honte à porter des slips. Si vous portez des slips, c'est pas grave, vous avez le droit. Mais je n'en porte pas. Ça va, t'es pas trop en stress? Non, je cherche un partout. Eh bien les amis, bienvenue à Kamakura et regardez, aujourd'hui je vous amène dans une adresse d'exception. Regardez derrière moi, c'est trop beau. Kamakura, c'est une ville qui se trouve à peu près à 1h30 en voiture de Tokyo, donc c'est super près et vous voyez c'est vraiment magnifique, il y a la mer derrière. Et il y a Enoshima aussi, la presqu'île là qui est juste ici. Et donc aujourd'hui j'ai réservé un petit café qui est exceptionnel avec une vue mais vraiment imprenable sur la mer. Allez c'est parti, on y va. Alors, c'est parti pour répondre aux questions. Entre le rôle de mère, d'épouse et le boulot, arrives-tu à trouver de la place, temps pour toi? C'est une question qui me touche particulièrement parce que c'est vrai que c'est une problématique à laquelle je pense beaucoup en ce moment. C'est ultra compliqué parce que j'ai l'impression que 80% de mon temps, c'est lié au travail. Genre vraiment, j'ai l'impression de faire que travailler. Et une fois que la journée de travail est terminée, je m'occupe de ma fille. Et une fois que ma fille va faire dodo, et ben là, je me mets au montage. Donc c'est assez compliqué parce que où trouver du temps pour soi quand on a un emploi du temps comme ça. Et d'un autre côté, je me dis que le métier que je fais là en travaillant pour YouTube, c'est un mix entre du temps de travail et du temps pour soi. Parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Et vous voyez là, par exemple, je suis dans un endroit qui est incroyable pour vous filmer cette vidéo YouTube. Donc franchement, je profite. Genre, je kiffe de ouf. Je suis trop contente de pouvoir faire ça. Ça reste du travail
travail quand même. Il faut que je set up la caméra, il faut que je parle devant la caméra, etc. Enfin, vous voyez. Et mis à part ça, du coup, ben non, j'ai pas de temps pour moi. Je vous avoue que je sais pas trop comment faire pour faire en sorte d'en créer. Parce que vous voyez, même quand il y a des jours où je me dis, allez, ce jour-là, tu fais rien, tu fais que te reposer, et ben j'y arrive pas, c'est impossible pour moi. Genre, je vais regarder YouTube ou quoi, mais je vais culpabiliser de fou en fait. Et dès que je fais des choses comme ça, où c'est vraiment juste du temps pour moi, où je fais ce que je veux, ben je culpabilise. Genre, j'arrive pas à me poser parce que je me dis, ce temps-là, je pourrais le passer avec Mini, ce temps-là, je pourrais le passer à faire du montage, à réfléchir à d'autres vidéos, etc. Et donc, ouais, je suis un petit peu dans un cercle vicieux où j'arrive pas à sortir. Je vous propose qu'on réponde aux autres questions. Comment tu as trouvé le courage de partir de France? J'adore tes vidéos. Ben, merci beaucoup. Souvent, on me fait la remarque, mais t'as quitté la France et tout pour partir à l'étranger, machin. Mais en fait, moi, je ne le vis pas vraiment de cette façon-là. J'ai pas eu l'impression de quitter la France. J'ai plus eu l'impression de venir au Japon. Je sais pas si vous voyez la différence un petit peu. Quand je suis allée au Japon, je me suis pas dit dans ma tête, basta, la France c'est terminé quoi. La vérité, c'est que j'avais surtout très envie d'aller au Japon depuis des années et que je m'étais préparée à ça. Je m'étais pas préparée au départ en soi, mais je m'étais préparée à partir vivre au Japon. Dans ma tête, c'était je veux partir vivre au Japon parce que j'ai toujours été passionnée par ce pays. Ça s'est fait assez naturellement. J'ai pas eu besoin spécialement de courage pour venir ici. J'ai surtout en fait travaillé pendant plusieurs années pour ça, en faisant mes études à l'INALCO notamment. Alors je vais revenir un petit peu rapidement sur mon parcours scolaire. Donc il faut savoir qu'après le bac, j'ai passé un bac littéraire. Je suis allée en première année de licence à l'INALCO jusqu'à la première année de master, donc ça m'a pris 5 ans. En étant en master, j'ai pu avoir la chance de venir ici au Japon en tant qu'étudiante pendant 2 ans en master ici. C'était ça ma porte d'entrée pour pouvoir rester ici au Japon. C'était une décision qui a été mûrement réfléchie pendant des années. C'était pas vraiment une question de courage, mais plutôt de force et d'envie pendant plusieurs années. J'espère que j'ai pu répondre à ta question et maintenant on va répondre à la suivante. Alors cette question-là, je l'ai trouvée assez intéressante. Comment nourris-tu ton identité française au quotidien tout en vivant au Japon? As-tu parfois eu peur de te perdre entre les deux cultures? Alors j'ai trouvé ça très intéressant parce que effectivement c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Forcément quand on vit plus dans son environnement où on est né, la culture dans laquelle on est né, on n'a plus tous les automatismes qu'on avait avant. J'ai pas spécialement eu peur, mais c'est vrai que je le remarque que ça arrive. Les choses auxquelles j'étais habituée en France, et bien maintenant c'est plus du tout le cas depuis que j'habite au Japon. Quand je vais en voyage en France, ça me fait un choc culturel inversé parce que je me dis non mais attendez, moi je me souvenais plus que c'était comme ça en France, je me souvenais plus qu'il fallait faire comme ci, comme ça, que ce soit des choses négatives ou des choses positives. Et là je me rends compte que oui, effectivement j'ai un petit peu perdu mes habitudes en France, c'est donc un petit peu de mon identité je pense. Aujourd'hui si vous me dites est-ce que tu te sens plus française ou plus française qui vit à l'étranger, je me sens carrément plus française qui vit à l'étranger. En fait, je sais plus comment on fait pour vivre en France. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais et pourtant j'avais l'habitude de ces choses-là, mais plus maintenant. Je pense par exemple à la sécurité. Bon, c'est un peu un exemple basique que tout le monde donne. Quand vous laissez votre téléphone sur la table ici au Japon, c'est tellement naturel, alors qu'en France, ben ça on peut pas le faire. Et en fait quand on est par exemple dans les transports en commun ou quoi, ben il faut toujours faire attention à ses affaires et tout. Et ça c'est quelque chose que je ressens pas ici. Peut-être que j'ai un petit peu perdu mon identité française, ouais, par rapport à ces choses-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je me sens beaucoup plus proche et familière avec la culture japonaise qu'avec la culture française, carrément. Mais c'est pas quelque chose qui me fait peur ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est quelque chose que j'accueille avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Alors en réécoutant ce passage, je me rends compte que j'ai surtout parlé de mes habitudes du quotidien qui ont changé, mais c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Et ça va un petit peu plus loin que ça. C'est pas juste que j'ai perdu des réflexes français, c'est que ma manière d'être, de penser, de me comporter a aussi évolué en habitant au Japon. Non, je pense pas avoir perdu mon identité française, mais je la sens transformée. Je ne me sens pas japonaise, mais je me sens plus complètement française non plus. C'est un peu comme si mon centre de gravité s'était déplacé. Je sais pas si c'est très clair comme image, mais voilà. Et même si ça peut paraître un petit peu déroutant, c'est pas une peur. C'est plutôt une nouvelle version de moi que j'apprends à mieux comprendre, on va dire. Bon, nous on a reçu nos plats, c'est vraiment magnifique et du coup je vous propose qu'on mange ça avant de partir. J'aimerais bien aller me promener sur la plage parce que c'est vraiment magnifique là depuis tout à l'heure. J'ai la mer, j'ai le sable qui m'appelle, j'ai trop envie d'y aller. Ah, j'ai faim en plus, oh, ça a l'air si bon. Ça c'est une omurice.
Oh, c'est tellement bon. Leur spécialité ici, c'est ça. C'est un steak haché avec de la sauce au fromage et une omurice en dessous avec de la sauce demi-glace. C'est vraiment très bon. Et nous voilà enfin sur la plage. C'est trop beau, je kiffe. J'aime trop ce genre d'ambiance. Même si là, il fait plus de 30 degrés et que la mer est belle et tout, il y a personne. Vous voyez, sur la plage, il y a vraiment pas beaucoup de monde. Alors que, par exemple, à La Ciotat, je sais que même à partir de début juin, tout le monde s'entasse sur la plage pour pouvoir bronzer, aller se baigner dans la mer et tout. Là, vraiment, c'est vide, quoi. C'est trop bien. Et du coup, ça me permet de répondre aux prochaines questions. Et cette fois-ci, on va aller plus dans le thème de la maison. Bonjour Fanny, votre projet d'acheter une maison est-il toujours d'actualité? Eh bien oui, bien évidemment que c'est toujours d'actualité. On a envie, on a ce projet d'acheter une maison, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à cause de nos visas qui nous empêchent de pouvoir faire un prêt à la banque. Et comme nos visas sont limités dans le temps, Mitsu maintenant il a un visa de 3 ans, moi j'ai un visa de 1 an, eh bien ça nous empêche de faire un prêt sur le long terme à la banque. Je pense que les banques n'ont pas envie de prendre ce risque-là, de prêter de l'argent à des étrangers qui pourraient partir à tout moment. Donc voilà, c'est vraiment la seule chose qui nous retient pour l'instant. Je pense le fait qu'on n'ait pas un salaire fixe tous les mois, ça doit jouer aussi dans la balance. Donc oui, on aimerait beaucoup acheter une maison. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles qui font qu'on ne peut pas vraiment, malheureusement. Potentiellement, si un jour on arrive à avoir de meilleurs visas, on pourrait acheter une maison. Mais moi, je continue à regarder des annonces de temps en temps et tout sur internet, parce que j'ai envie d'acheter une maison, j'ai envie qu'on ait notre propre maison, qu'on ait notre petit chez nous, quoi, tout simplement. Donc, projet toujours d'actualité, mais qui ne peut pas se faire malheureusement pour l'instant. Sauf si on achète une Akia qui coûte vraiment pas cher, mais c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire. Vous savez, le Japon, c'est un pays qui est secoué tous les jours par les tremblements de terre. On n'a pas très envie d'acheter une maison qui est trop ancienne non plus, vu qu'on a un enfant forcément. Nous, on aimerait bien acheter une maison assez récente ou à la limite une maison ancienne mais qu'on rénove. Et donc, question suivante qui reste dans le même thème. Est-ce que vous avez des projets de travaux, aménagement pour votre maison? On n'est pas du tout propriétaire de la maison, donc on n'a pas le droit vraiment de faire des travaux à l'intérieur. Par contre, aménagement, oui. Il y a une pièce en particulier à laquelle je pense qu'on n'utilise jamais et c'est trop dommage. C'est notre véranda. Alors que c'est une des raisons pour laquelle on a craqué pour cette maison. D'ailleurs, eux, ils appellent pas ça véranda, mais ils appellent ça sunroom. Parce que vous avez le soleil qui va dedans, c'est très lumineux. Moi j'ai pour projet d'aménager cette véranda enfin et j'aimerais bien en faire un petit studio YouTube qui me permettrait de tourner mes vidéos avec mon décor à moi et tout. Donc voilà, ça c'est le prochain projet d'aménagement. Vous savez, Mitsu il a un podcast, donc dans un autre coin de la véranda, on aimerait bien lui créer un petit décor pour qu'il puisse tourner ses podcasts dans cet endroit-là. Franchement, ça serait super cool. Donc voilà, on réfléchit à ça. Je vois plein d'animaux, genre il y a des méduses, il y a des coquillages et tout, j'ai trop envie de regarder ce qu'il y a. Venez, on va chercher des coquillages et tout là, on regarde ce qu'il y a. Oh, il y a un poisson mort. Regardez, c'est quoi ça? Ça s'appelle comment déjà les gens qui ont la phobie des trous? C'est pas trichophobie, un truc comme ça? Incroyable comme pierre. J'adore. C'est très cool la plage, mais je vous avoue que là j'ai la sensation de cramer littéralement. Vous sentez les coups de soleil arriver là sur ma peau bien blanche. On va bouger d'endroit, on va aller dans un endroit qui est un petit peu plus à l'ombre. Vous allez voir, c'est très beau. C'était combien? 2400 yens, très cher. Pour ce parking. 400 yens et 20 minutes. Et nous voici donc à la deuxième destination où je voulais vous amener. Nous sommes au Tsurugaoka Hachimangu. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un magnifique toli. Et en fait, c'est assez exceptionnel ici à Kamakura parce qu'il y a une grande allée dans la ville avec plein de tolis qui font partie de ce sanctuaire. C'est un sanctuaire Shinto dédié à Hachiman, c'est le dieu de la guerre. Et c'est assez intéressant parce que Kamakura, c'est l'ancienne capitale militaire du pays. Kamakura, c'était la capitale avant au Japon, c'est assez fou, ça date, hein. C'était il y a très longtemps, je me rappelle plus des dates exactes. Et regardez derrière moi, il y a des étangs avec des lotus, c'est vraiment trop beau, c'est surtout ça que je voulais vous montrer, je trouve ça magnifique. Et on va profiter de ce décor pour répondre aux autres questions. Ça y est, je me suis posée dans un endroit qui est vraiment magnifique. Vous voyez derrière moi le petit pont et les lotus qui sont juste là, qui sont prêts à sortir, prêts à éclore parce que c'est en été qu'ils éclosent et c'est vraiment magnifique. Alors on va passer aux prochaines questions, c'est deux questions qui se rejoignent donc je vais les lire en même temps. Quelle est la chose dont tu n'arrives pas à t'habituer au Japon malgré toutes ces années?
Et coucou Fanny, merci pour la vidéo et la découverte. Justement, tu avais parlé du Big One. Comment les Japonais se préparent pour cela et surtout, est-ce que le gouvernement fait quelque chose pour que les gens soient préparés quand ça arrive? Merci d'avance. La chose à laquelle je n'arrive pas à m'habituer ici au Japon, c'est vraiment tout ce qui est catastrophe naturelle. Je pensais que je m'habituerais petit à petit. Vu qu'on vit des tremblements de terre, il y en a peut-être une fois toutes les 2 semaines à peu près, mais c'est quand même pas mal. Et je sais qu'on est en sécurité dans le sens où toutes les maisons, tous les bâtiments ici sont antisismiques, ils ont des normes à respecter, donc franchement ça va, on est en sécurité quand même. Mais il y a quand même la peur du Big One. Alors le Big One, c'est le gros tremblement de terre que tout le monde redoute dans la région de Tokyo et même dans tout le Japon. C'est un gros tremblement de terre qui devrait arriver dans les 30 à 40 prochaines années, qui va être vraiment dévastateur. C'est vrai que c'est pas rassurant, potentiellement un risque de tsunami, etc. J'arrive pas à m'habituer, forcément c'est une peur qui pèse. Il y a un groupe de touristes qui a décidé de se mettre à côté de moi. Et donc à la question de comment les Japonais se préparent pour cela et comment le gouvernement prépare la population aussi, eh bien figurez-vous qu'on se prépare extrêmement bien. Le gouvernement fait tout son possible, j'ai l'impression, justement pour que ça se passe au mieux. Quand vous vous promenez dans Tokyo, vous pouvez le voir, il y a aussi des maps un petit peu partout. Vous pouvez voir quels sont les lieux où vous pouvez vous réfugier en cas de gros tremblements de terre, en cas de catastrophe naturelle. Les lieux sécurisés, généralement, c'est soit des parcs, soit des écoles. Ensuite, le gouvernement conseille très fortement à toute la population de se préparer chez soi, donc d'avoir des sacs de survie. Il y a aussi, tous les ans, ils vous envoient un petit livret où ils vous expliquent exactement tout ce qu'il faut faire en cas de tremblement de terre, en cas de tsunami, en cas d'inondation. Après, il faut prendre le temps de bien lire le petit livret et tout. Ça prend bien 1-2 heures, quoi. Dans les écoles, on apprend aussi aux enfants à se protéger sous les bureaux, etc. en cas de tremblement de terre. Dès le plus jeune âge, en fait, tout le monde est sensibilisé à ce problème-là. Je m'incruste dans cette vidéo. Oui. Juste petite précision, c'est que là actuellement, selon les données nationales au Japon, le nombre de personnes qui ont préparé leur sac d'urgence, etc. en cas de cataclysme, il est encore trop faible. On est à moins de la moitié, je crois, des gens qui l'ont vraiment fait. Il y a encore un gros travail de prévention pour que les gens voilà, préparent vraiment leur sac de secours, etc. Ouais. Je voulais juste rajouter ça. Je pense que le gouvernement japonais est extrêmement conscient que le Japon c'est un pays où il y a énormément de catastrophes naturelles, donc forcément ils se préparent au mieux. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. J'ai un petit peu soif là, je vous avoue, il fait vraiment chaud, c'est assez difficile de supporter la chaleur, donc je vois qu'il y a des petits stands là-bas, on va aller voir si on peut s'acheter à boire et puis on va répondre aux autres questions. Je vais goûter ça, c'est rigolo, c'est genre des petits raisins glacés. J'ai l'impression que je vais me casser les dents là. Je pensais que ça allait être super frais, c'est chaud. Attends, il était sur une plaque chauffante. Ouais, bah c'est un peu un goût chimique. Bon, pendant que je déguste cette chose qui n'est pas très bonne, je dois l'avouer, je vais répondre à la prochaine question qui tombe bien dans le thème aussi. Ta mésaventure avec la lingette me faisait penser à un truc. Ma mésaventure avec la lingette, c'est la dernière fois j'ai gardé une lingette collée pendant un trajet de voiture où ma fille avait vomi, ça sentait très mauvais. J'étais toute rouge là, sûrement à cause des produits chimiques qu'il y avait à l'intérieur. Suite de la question, est-ce qu'au Japon les gens se soucient de prendre du bio naturel pour les cosmétiques et la nourriture? J'ai l'impression que c'est moins répandu qu'en France. Bah ouais, totalement. Parce qu'en Europe, on a des lois qui entourent tout ce qui est cosmétique, nourriture et tout. Les producteurs, ils n'ont pas le droit de mettre n'importe quoi dedans. Et au Japon, il y a beaucoup moins de lois, beaucoup moins de produits qui sont interdits. Si vous voulez, ici, j'ai l'impression que les Japonais font quand même très attention à la fraîcheur des produits, à la provenance. Ici, ils aiment bien manger local. En France, en Europe, on est beaucoup plus sensible à ce qui est label bio, traçabilité, etc. Alors qu'au Japon, ça n'existe pas vraiment, hein. Des fois, il y a écrit organique. Donc ça veut dire bio, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de label auquel on peut faire confiance et tout. Peut-être que ça changera à l'avenir, je sais pas, j'espère en tout cas. Et concernant les cosmétiques, je me rends compte qu'il y a beaucoup de produits qui sont autorisés ici mais qui ne le sont pas en France. Et j'avais regardé la dernière fois une vidéo de Gaël Garcia Diaz qui testait le fond de teint Tir Tir. C'est une marque coréenne mais qui est ultra populaire ici. Moi-même j'en achète depuis plusieurs mois. Elle analysait les composants de ce produit-là et elle disait que c'était mais horrible. Genre qu'il y avait que des trucs qui étaient interdits normalement en Europe et tout. Je
crois que c'est la pire liste d'ingrédients que j'ai vue de ma vie pour un produit. Du coup, maintenant, je me dis que je préfère acheter des marques européennes parce qu'on peut en trouver ici. Et même si ça coûte un petit peu plus cher, je me dis au moins je suis sûre de ce qu'il y a à l'intérieur et je suis sûre de ne pas choper un cancer parce que je me maquille, quoi. J'espère que j'ai pu répondre à ta question et nous on va bouger, on va essayer de trouver un endroit qui est plus frais parce que là c'est vrai qu'on est en train de mourir de chaud, il fait vraiment très chaud. Alors là je me suis placée dans un endroit qui est magnifique, c'est trop beau, on voit le sanctuaire en arrière-plan, j'espère que ça vous plaît. Et donc on va passer à la question suivante. Est-ce que vous sentez une différence avec tous les touristes étrangers et les scandales du métro, etc. Pour faire une petite synthèse, c'est vrai que depuis la réouverture du pays après la crise du Covid, il y a eu énormément de touristes qui sont venus au Japon, genre vraiment les chiffres ils ont explosé, ils étaient déjà hauts avant la pandémie mais après ça a vraiment explosé et il y a de plus en plus de touristes tous les ans, dont certains touristes qui font n'importe quoi et qui sont perçus comme très irrespectueux. C'est vrai qu'il y a des manières que certains étrangers ont qui se font vraiment pas du tout au Japon et du coup de temps en temps ça peut porter à des situations qui sont très inconfortables pour les Japonais. Et il y a d'autres situations où les touristes font vraiment mais n'importe quoi, là ils foutent le bordel, ils savent très bien qu'ils foutent le bordel mais ils le font quand même parce qu'ils savent que ça va faire du buzz sur internet. Je pense notamment à l'exemple que tu as donné du gars qui débarque dans le train avec son enceinte avec le son à fond. Et des images de gaijin qui vont toucher des tolis, qui vont faire du sport sur des tolis, enfin vous voyez des trucs comme ça. Après il y a d'autres petits trucs qui se font pas trop ici, genre quand on est piéton, traverser au feu rouge. C'est plein de petits trucs comme ça qui petit à petit ont tendance à fatiguer les locaux ici. Et donc nous forcément on en pâtit parce que j'ai l'impression qu'il y a une méfiance qui s'installe un petit peu de plus en plus. Et moi je le sens personnellement, notamment quand je vais dans les quartiers qui sont touristiques, je vois que parfois ça exaspère un peu les gens dans les restaurants ou quoi de voir débarquer des étrangers et c'est vrai que ça me fait de la peine parce que c'était pas vraiment le cas avant. Ça reste extrêmement rare quand même, généralement on est toujours bien reçu mais ça peut arriver alors qu'avant ça n'arrivait pas, donc oui on est impacté par ça et c'est chiant. Ça peut un petit peu nous mettre la pression parce qu'on essaie de pas faire un seul pas de travers, de tout faire bien parce que justement on n'a pas envie de saouler les gens qui vivent ici, même si nous aussi on vit ici. Je pense que de première apparence les gens se disent peut-être qu'on est des touristes etc, donc on essaye de faire vraiment attention et c'est un petit peu embêtant parce qu'on sent cette petite méfiance quand même monter. En tout cas c'est mon ressenti personnel, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, je pense pas que Mitsu par exemple le ressente. Moi c'est l'impression que j'en ai, après peut-être que je me trompe, franchement je sais pas. Alors maintenant on va partir sur des questions qui parlent du thème du travail, quel est mon travail ici, etc. Coucou Fanny, travaillez-vous toujours pour une entreprise japonaise et si oui, a-t-elle une chaîne YouTube qu'on pourrait suivre pour soutenir votre travail de communicant? Merci pour vos vlogs, merci à toi pour ta question. Et ensuite on a quel est l'objectif de l'entreprise japonaise pour laquelle tu travailles? Donc oui, je travaille toujours pour l'entreprise où je travaille en temps partiel, 2 jours par semaine. Le but de mon travail, c'est de développer le compte Instagram qu'on a créé ensemble il y a quelques mois déjà. Le but de ce compte Instagram, c'est de faire du inbound, c'est du contenu qui est réservé aux touristes, aux personnes qui vont venir visiter le Japon. Et en ce moment, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de présenter plein d'adresses qu'on trouve intéressantes à Tokyo pour que les gens, quand ils viennent ici au Japon et notamment à Tokyo, puissent visiter plein d'endroits super cool. On a déjà 3000 followers sur la page Instagram, donc on est assez contents. Il y a énormément de Français, donc je pense que vous faites partie en majorité des followers de ce compte Instagram. Du coup, je tenais à vous remercier pour votre soutien. Merci beaucoup. Et après, on a d'autres gens du monde, donc des États-Unis, d'Asie du Sud, genre Singapour et tout. Donc c'est super intéressant en vrai. On a aussi TikTok, on a aussi une chaîne YouTube où on poste exactement le même contenu. Je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez aller suivre la chaîne, surtout n'hésitez pas. Alors ensuite, j'aimerais bien changer d'endroit. On va parler d'un thème un petit peu plus intime puisqu'on va parler de maternité et aussi de parentalité. On va parler de Mini, de comment on fait pour élever notre fille ici, etc. Donc voilà, je vous propose qu'on aille autre part. Je suis refaite là, je viens de voir un écureuil sauvage. Franchement j'ai trop de chance, je suis trop contente. Il est trop beau. Et du coup c'est trop bien parce qu'en plus ça me permet de répondre à une des questions qui a été
Coucou, d'où vient ta passion pour les insectes? Je trouve ça super mignon. Je pense que c'est mon papa qui m'a transmis ça parce que j'ai des souvenirs quand mon papa m'amenait dans la nature quand j'étais plus petite et qui nous faisait découvrir un petit peu toute la faune qu'il y avait dans les forêts, donc que ce soit les animaux ou même tous les petits insectes qu'on pouvait trouver. Je me souviens qu'on allait à la chasse aux insectes et du coup on allait chercher plein d'insectes différents et il nous expliquait avec ma soeur quel type d'insectes c'était. Après malheureusement quand j'ai grandi, que je me suis un petit peu éloignée de ce côté nature, etc. C'est quand j'ai déménagé dans les grandes villes, donc à Marseille et à Paris, et j'ai un petit peu développé une peur des araignées, des insectes et tout. Quand vous êtes entouré de personnes qui ont très peur des insectes, des araignées et tout, vous avez peur vous aussi, malheureusement. Et c'est en regardant les vidéos de Animaux mode d'emploi qu'en fait, ces peurs-là, elles se sont envolées. En le voyant manipuler les insectes, ça m'a rappelé que en fait, oui, non, ça va, il n'y a aucune raison d'avoir peur en fait. Et donc voilà, je pense que c'est de là que vient ma passion pour les insectes. Alors on a une question sur les couches. Est-ce que c'est cher les couches au Japon? Alors ça c'est vraiment un sujet, franchement je pense que je pourrais faire une vidéo entière là-dessus. Les couches au Japon elles sont moins chères qu'en France et elles sont de meilleure qualité, je vous assure que c'est un truc de fou. Au Japon elles sont super douces, plus agréables à porter pour les petits et elles sont moins chères quoi, et de meilleure qualité vraiment. Nous ici on a l'habitude de prendre la marque Pampers. Après il y a d'autres marques japonaises qui sont super bien aussi apparemment. Et donc quand j'ai voulu acheter les Pampers en France, je vous avoue que j'étais déçue parce que déjà c'était super rêche, on aurait dit du papier. Et surtout au niveau du prix, je crois que c'était 18 € si je me trompe pas, le paquet de 40 couches. Alors qu'au Japon pour 64 couches, on en a pour 10 €. Donc vraiment le prix il a rien à voir, c'est qui tout double quoi, j'ai l'impression selon les pays. Mais par contre je vous avoue que je connais pas exactement quels sont les composés chimiques qu'il y a dans les couches. Potentiellement peut-être que ça coûte moins cher au Japon parce que c'est moins clean. Je suis pas assez renseignée sur le sujet pour vous dire exactement. Prochaine question. Au Japon, est-ce que l'allaitement est plus encouragé qu'en France? Du moins surtout l'allaitement non écourté, allaitement long. Ah, dame desu ka? Ah, sumimasen. J'ai pas le droit d'avoir un trépied ici. Bon, et bien comme on n'avait pas le droit d'avoir des grands trépieds dans l'enceinte du sanctuaire, ce que je comprends totalement, en fait j'aurais dû y réfléchir avant, je me suis posée dans un autre endroit. On s'est mis près des lotus, regardez c'est super beau et c'est trop rigolo parce qu'il y a des tortues affamées là à mes pieds, regardez. Alors du coup je continue la question sur l'allaitement qui est très intéressante. Au Japon, est-ce que l'allaitement est plus encouragé qu'en France? Du moins surtout l'allaitement non écourté, allaitement long. Parce qu'en France, j'ai cette image que l'allaitement commence à être plus encouragé, mais pas plus de 6 mois, sinon tu es assez jugé. Allaiter un bambin, on le voit très peu. Du coup, est-ce plus fréquent au Japon où c'est similaire à la France? Bravo pour ce que tu fais, j'adore tes vidéos, merci beaucoup pour ton commentaire. C'est un sujet qui me touche tout particulièrement parce que moi j'allaite ma fille depuis 2 ans et demi et c'est vrai que c'est pas du tout commun ici au Japon d'allaiter son enfant aussi longtemps. On encourage beaucoup les mamans à allaiter au début, les premiers mois. Ici les mamans elles allaitent 6 mois, pas plus. C'est avec les mamans que j'ai pu rencontrer autour de moi. C'est vrai que généralement elles me disent que c'est 6 mois, 1 an. Je sais en tout cas que l'OMS conseille aux mamans d'allaiter leur enfant en mode full allaitement, donc pas de biberon, pendant 6 mois au moins. Ils conseillent aussi d'aller jusqu'aux 2 ans parce que c'est meilleur pour la santé des enfants. On va pas se mentir, c'est quand même assez rare les mamans qui vont jusqu'à 2 ans. Moi quand j'en parle autour de moi, aux mamans japonaises ici, à chaque fois elles sont en mode quoi, t'allaites encore ta fille, mais c'est fou, ça fait longtemps et tout, mais c'est bien. Il n'y a pas de jugement négatif, en tout cas j'ai jamais ressenti ça. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très fréquent ici, je pense que c'est assez rare même. Alors ensuite, pour rester sur le thème de la parentalité, est-ce que tu as des recommandations pour s'éduquer à la parentalité? Assez souvent on peut se sentir perdu, il n'y a pas d'école pour devenir parent quoi, genre on apprend petit à petit au fur et à mesure. Pour vous parler de nous, dans notre façon d'éduquer notre fille et tout, on n'a jamais collé à une méthode, genre méthode Montessori par exemple, genre éducation positive et tout. Nous, on n'a jamais fait ça. On a toujours éduqué notre fille un petit peu au feeling. On s'est donné pour but de la rendre heureuse quoi qu'il arrive, que ça se passe toujours bien, qu'elle soit toujours heureuse dans toutes les situations possibles. Et donc chez nous, il n'y a pas de punition ou vous voyez d'humiliation, de choses comme ça. Il y a un compte Instagram que je conseille à tous les parents que je connais, qui s'appelle Marion Querc, j'espère que je prononce bien. Donc c'est une spécialiste des droits de l'enfant et de la culture suédoise. Elle explique tout ce dont vous avez besoin d'entendre en tant que parent. La façon dont on appréhende notre rôle de parent, dont on appréhende notre relation avec les enfants, c'est ultra intéressant. Et je vais mettre le lien en description, comme ça vous aurez accès assez facilement. Alors ensuite, une question un petit peu plus légère. Ton top 5 des choses à amener pour survivre au premier vol au Japon avec un bébé de 2 ans. J'ai fait 3 voyages
voyage en France seule en avion avec ma fille qui avait moins de 2 ans à l'époque, donc quand elle était bébé, ça s'est relativement bien passé. Je te dirais mon top 5, déjà 1. Prends des billets qui partent la nuit, comme ça ton enfant dort pendant la majorité du temps du trajet, ça c'est hyper important. 2. Les jouets. Prends des jouets qui prennent pas trop de place dans ton sac. Moi je pense notamment aux petits livres de stickers, ça ils adorent les enfants. Une tablette où vous pouvez lui mettre des petits dessins animés et tout. Franchement, je sais que les écrans c'est très mal vu en France, mais faites une exception au moins pendant le vol France-Japon, ça vous sauvera potentiellement la vie d'avoir un enfant qui est concentré sur sa tablette pendant ce temps-là. C'est très long quoi pour eux, j'imagine, ce genre de vol. Numéro 3, un petit sac de linge où vous mettez des couches, des sacs plastiques, des lingettes, beaucoup de lingettes, ça c'est trop important. De la crème aussi pour hydrater le visage et tout, parce qu'on a tendance à beaucoup se dessécher quand on est dans l'avion, donc vous imaginez les peaux des petits bébés et tout, ça se dessèche très vite. Numéro 4, de la nourriture, donc des petits snacks, des petites compotes ou quoi, des choses faciles à transporter et qui se salissent pas trop si jamais ça tombe. Même s'il y a des trucs dans l'avion, on sait jamais s'ils vont aimer ou quoi, donc c'est quand même bien d'en préparer à l'avance aussi. Numéro 5, une poussette que vous pouvez amener en cabine, parce que ça, j'ai déjà fait l'erreur de mettre ma poussette en soute alors que j'en aurais eu bien besoin au moment où j'étais dans le terminal en attendant mon avion. Il faut bien faire attention aux dimensions pour être sûr que ça passe dans la cabine. Nous par exemple, on a la Cybex Libelle, ça je sais que ça passe dans toutes les cabines normalement. Donc voilà, c'était mon top 5 des objets essentiels quand vous voyagez en avion avec un bébé. Alors comment arrivez-vous à gérer l'apprentissage de 2 langues différentes pour Mini? Très honnêtement, on fait ça vraiment naturellement. Après, elle a que 2 ans et demi, donc pour l'instant la question se pose pas trop. À la maison, on parle surtout en français. Quand elle va à la crèche, elle parle en japonais parce qu'elle est entourée de professeurs japonais et de camarades japonais. Il n'y a pas d'autres étrangers dans sa crèche. Elle est en full immersion. Ça fait qu'elle parle japonais et qu'elle parle français à la maison, et ça se fait tout naturellement. Par contre, on est en train de se poser la question de quand elle sera plus grande, il faudra certainement lui donner des cours de français pour qu'elle puisse écrire sans faire de fautes et tout, parce que le français c'est une langue qui est très compliquée à l'écrit. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors pour terminer ce vlog en beauté, on m'a posé une question. Est-ce qu'il y a une tradition japonaise qui m'émeut tout particulièrement? Oui, ça s'appelle Tanabata, c'est la fête des étoiles et c'est très bientôt parce que c'est le 7 juillet que ça se déroule. C'est une fête que je trouve très mignonne, qui est pleine de poésie. Il y a une tradition qui est liée à ça. C'est que généralement on va déposer nos vœux sur un petit papier qu'on va accrocher à des branches de bambou. Et il faut savoir que ça se fait beaucoup dans les écoles, les crèches. Et cette année, on nous a donc donné encore ce fameux petit bout de papier où on doit écrire un vœu à la crèche de ma fille. Et donc je me suis dit pourquoi pas l'écrire ensemble pour terminer ce vlog en beauté. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à liker la vidéo si jamais cette FAQ vous a plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous, bye bye.